Bienvenue à l'émission Un peu beaucoup passionnément. Aujourd'hui, en studio, nous recevons Marie-Aube Laniel, qui est sculptrice. Bonjour Marie-Aube. Bonjour. Ça va bien? Oui. Merci d'avoir accepté l'invitation aujourd'hui à la TVC. Donc, on va parler de ce que tu fais, notamment ton métier de sculptrice, mais tu fais autre chose aussi. Oui, je travaille aussi au ministère de la Culture, donc je suis 3 jours par semaine dans mon atelier, 4 jours par semaine au ministère. OK. Puis quand on parle de sculptrice, là, des fois, on peut s'imaginer, est-ce que c'est des grandes sculptures géantes que tu fais? C'est quoi ton métier plus précisément, là? Bien, en fait, je fais principalement du land art, donc des grosses installations, des grosses sculptures extérieures. Ça peut m'arriver aussi de faire des tout petites sculptures miniatures, mais j'ai tendance à être plus dans la démesure qu'autre chose. Donc, t'aimes ça, là, quand Oui. des grandes œuvres. Oui, oui. Puis quand on parle de land art, ça veut dire que tu utilises des matériaux de la nature? Oui, j'utilise exclusivement des matériaux de la nature. Donc, je fais beaucoup de recherches en botanique pour trouver des nouvelles fibres, trouver des nouveaux matériaux. Mais j'ai aussi une oseraie. En fait, une oseraie, c'est où on cultive l'osier, qui est du saule, en fait, qu'on coupe à chaque année pour avoir des grandes tiges. Donc, je sculpte principalement à partir de saule, d'osier. Okay. Donc, je cultive 22 variétés différentes qui ont des couleurs, des textures, des grosseurs de tiges différentes. Mais c'est ça. Donc, toutes mes sculptures sont 100% biodégradables. Donc, c'est toi-même là, qui t'as tes terrains, t'as des grands terrains, t'as des grands hectares, tu des hectares, je sais pas. Je triche. En fait, la famille de mon conjoint a une érablière. C'est la terre familiale depuis des générations. Et il me laisse joyeusement un petit bout de terrain pour faire pousser mon saule. Mais c'est sûr que j'utilise aussi d'autres sortes d'écorces, d'autres sortes de branches. Donc, je me promène sur le terrain puis j'ai le droit de cueillir ce que je veux. Cueillir de façon éthique, bien sûr, toujours. Mais sinon, j'ai aussi le Parc régional des Grandes Coulées. J'ai une entente avec eux aussi pour aller cueillir certaines matières-là parce qu'ils savent aussi que je le fais de façon éthique. Donc, avec un respect. Là, oui, bien, il faut connaître les cycles des plantes, il faut connaître les limites du renouvellement. Là. Tu sais, par exemple, la quenouille, on ne cueille pas la quenouille où il y a de la phragmite parce que la phragmite tue déjà la quenouille. Donc, c'est tous des procédés comme ça. Mais... donc, je me promène un peu partout. Je suis un petit peu obsessive. On va beaucoup à la pêche. Donc, dès que je suis dehors, mes yeux se promènent puis regardent le matériel, les plantes, C'est une vraie passion. Oui. Puis c'est une vraie passion. Puis où est-ce que c'est né? Qu'est-ce qui est arrivé qu'un jour, tu t'es dit, hey, moi, je vais prendre de la sauge, je vais créer quelque chose. C'est né comment? En fait, c'est grâce à, pour ceux qui connaissent, à Saint-Ferdinand, donc juste à côté d'ici, il y a le SANA, le Sentier Art et Nature des Appalaches. Et il y a 3 ans maintenant, ils ont organisé pour une première fois un festival de land art. Donc, moi, j'étais illustratrice avant. Là. Je faisais du dessin au crayon de plomb. Et avec Emmanuelle Lessard, qui est une céramiste, qui est aussi une artiste maintenant de Saint-Pierre-Baptiste, mais à l'époque, elle était à Plessisville, on a décidé de participer. Fait que là, on a fait une première œuvre qui était une grosse chauve-souris avec un tissage de quenouille, de la fourrure, des branches. Ça a été vraiment un coup de cœur. Depuis ce temps-là, je ne dessine plus. Tout ce que je fais, c'est du land art. C'est du land art. Oui. Est-ce que tu passes combien de temps tu peux passer par semaine, par mois à la création? Je suis à 3 jours par semaine. Puis, tu sais, ben, quand je commence, je peux faire des 10-12 heures par jour. Honnêtement, là, tu sais, c'est pas comme un travail normal. Quand on commence quelque chose, on arrête quand l'étape est finie. Fait que c'est ça. Fait que je suis à 3 jours semaine là-dessus à l'année. Sinon, ben, c'est sûr que quand il y a des festivals de land art, des fois, c'est une semaine, 2 semaines intensifs, là. J'en ai plusieurs cet été, donc... Est-ce que c'est quelque chose que tu fais, mais tu le fais par plaisir, c'est sûr, mais est-ce que tu es rémunéré ou... Oui. OK, tu as des sous pour ce que tu fais, là. C'est pas juste personnellement comme ça, là. Non, c'est sûr que on commence tous à quelque part. C'est ce qu'il faut comprendre aussi comme artiste, là. Avant d'être bien payé, etc., il faut commencer à quelque part, il faut avoir un portfolio, il faut montrer ce qu'on est capable de faire, mais non... Où je suis rendue dans ma carrière, là, je suis payée pour mes expositions, je suis payée pour les festivals de land art, j'ai gagné quelques bourses aussi, ça aide. Donc, OK, donc ça t'a vraiment aidé à faire contribuer, dans cette passion-là. Là. Puis c'est ce qui m'a permis aussi d'arrêter de travailler 5 jours semaine, puis d'être en dégressif de mon travail. Voilà.
Donc, il y a plusieurs endroits où est-ce que tu fais tes expositions. Là, tu as parlé justement à Saint-Ferdinand. Oui, mais à Saint-Ferdinand, Emmanuel et moi, on a participé 2 fois. Une première fois en 2022, une autre fois l'été passé. Donc, on a 2 grosses œuvres qui peuvent être vues parce qu'elles sont là de façon permanente. OK. Mais on en a fait à Victoriaville, on en a fait dans la Naudière. Juste cet été, j'ai 3 expositions solo. J'en ai une qui commence bientôt à Berthierville où, là, par exemple, c'est pas du land art. J'ai réparé des feuilles. Donc, c'est des feuilles d'arbres séchées que je suis venue broder pour les réparer. C'est des feuilles qui étaient endommagées par les insectes. Je vais avoir une exposition solo au Musée du Bronze aussi cet été, donc à Inverness, pas très loin. Je vais en avoir une autre à la Bibliothèque Madeleine Bélanger à Princeville. Puis j'ai 4 festivals de land art, 2 dans la Naudière, 1 dans le coin un petit peu plus ici et dans les Grands Troncs de l'Est. Fait que je me promène. Tu te promènes. Donc, tu vis très passionnément. Oui, oui, oui. Mais quand tu étais toute petite, là, parce que là, tu as commencé, avant de faire ça, tu étais illustratrice. Oui. Est-ce que tu faisais des dessins pour des livres? Comment que c'est né? Mettons que je veux savoir, là, qui est Marie-Aube, toute petite, qui a grandi puis qui finalement aujourd'hui fait des sculptures un peu partout, tu sais? Puis c'est super beau, là, tes œuvres là, que j'ai vues. C'est pas juste que c'est beau, c'est qu'ils ont il y a une vie, là. Quand tu la regardes, il y a une vie, elle porte, tu sais, tu regardes, puis il y a quelque chose de touchant. Donc, elle est qui, cette Marie-Aube, qui est capable maintenant de transmettre, moi, j'aurais envie de le dire de même, des émotions à travers ce que tu fais? Bien, c'est sûr que je suis un petit peu comme Obélix, je suis tombée dedans. Moi, je suis la 3e génération d'un côté et de l'autre d'artistes. OK. Donc, c'est ça. Donc, quand j'ai eu ma révolte adolescente, je me suis dit, je ne serai pas artiste. Mm-hmm. C'est pour ça que ma première formation, en fait, je suis historienne de formation. Ma première maîtrise est en histoire. OK. Mais j'ai toujours continué à dessiner à côté. Ce que j'aimais du dessin, puis je faisais du dessin au crayon de plomb, c'est que, en fait, c'était à la portée de tout le monde. Dans le sens que un crayon de plomb, ça coûte, je sais pas, ça coûtait 25 cents à l'époque. Là. Mettons que ça coûte 1,50 maintenant, mais sinon, ça prend des feuilles, mais c'est pas comme certaines formes d'art où il faut toujours acheter, tu sais, qu'on fait des grosses sculptures en métal ou en bronze, ou etc. Tu sais, il y a un coût associé. Fait que j'ai toujours continué à dessiner. J'ai eu plusieurs contrats d'illustration. Surtout, j'ai fait beaucoup de cahiers pédagogiques pour le... Il n'existe plus maintenant, mais à l'époque, c'était le Centre d'interprétation du patrimoine qui était à Upton. Okay. Donc, j'ai fait des contrats comme ça. Mais c'est ça, j'avais jamais voulu en faire une carrière. Fait que c'est toujours à côté. Jusqu'à ce que je découvre le land art où là c'est le contraire. T'sais, je suis vraiment dégressive de mon travail, puis mes énergies sont concentrées sur ma carrière artistique, et percée là-dedans. Mais c'est sûr que ayant grandi avec des parents qui étaient eux-mêmes artistes, c'était presque le contraire, moi. Tu sais, souvent, les parents, quand on dit on va être artiste, les parents font « Oh non, mais tu ne réussiras pas à en vivre ». Moi, c'était presque le contraire. Quand j'ai dit « Je ne serai pas artiste », mes parents étaient vraiment très déçus. Ça fait un contexte un peu particulier. Là, ils sont vraiment contents, ils sont très, très fiers, mais... Qu'est-ce qui faisait que, justement, tu l'as dit, cette révolte de ne pas vouloir être artiste? Qu'est-ce qu'il y avait à l'intérieur de toi pour dire « Non, moi, je m'en vais pas là ». Est-ce que c'était des peurs? Est-ce que... Ben, je pense que j'avais pas trouvé le bon médium pour exprimer ce que j'avais à dire. Donc, souvent, ce que j'avais à dire, j'allais utiliser l'écrit, les textes. Donc, on était plus proche de l'histoire. Puis, pour bâtir ma pensée critique, l'histoire est très, très, très prenante. D'ailleurs, dans mes œuvres, on voit toujours, il y a toujours un contexte historique. J'utilise beaucoup le matrimoine, donc je réinvente de façon plus moderne en art contemporain, mais les savoir-faire des femmes, la broderie, le tissage, la vannerie. Oui. Donc, il y a toujours une grosse partie qui vient du passé. Donc, je pense que c'était essentiel dans ma vie d'aller en histoire. Oui. Mais là, je trouve qu'avec les matériaux entièrement biodégradables, là, je reviens vraiment à l'essence et là, le message que je veux faire passer est plus facile à passer. Et entre autres, j'expliquais qu'en illustration, ce qui me plaisait, c'est que ça coûtait à peu près rien, mais il y avait quand même un achat à faire. Ouais. Alors que là, avec ce que je fais, je n'ai pas d'achat à faire. C'est du temps. C'est du temps, c'est cyclique. Il faut respecter les cycles de la nature. Il faut un très grand lâcher-prise. Ouais. Mais c'est à la portée de n'importe qui de façon gratuite. Oui, absolument. Ma fibre écologiste... Avant, j'avais pas le médium qui me permettait de l'exprimer assez. Là, je l'ai. Ouais. Fait que je pense que c'est vraiment ça. Les images se font plus facilement dans ma tête quand j'essaie d'exprimer quelque chose.
tout de suite, ça vient naturellement avec des matériaux biodégradables. Et avec le 3D, je me suis rendu compte aussi que j'avais toujours été en 2D, en dessin. Oui. Et que le 3D me permettait de passer des messages que j'aurais pas pu faire en 2D. Fait qu'il y a comme tout ça. Il y a eu un bon timing pour que tout se mette en place. Oui. Puis quel message t'aimes passer? Tu sais, parce que tu dis faire passer des messages de... Mais, tu sais, mettons que t'es quelque part, t'as l'espace pour créer. Puis j'ai 2 questions en une. Au final, comment est-ce que naît l'idée de ce que tu vas créer? Comment que tu le vois à l'intérieur de toi? Puis quel message que tu veux faire passer à travers ça? En fait, je vais te répondre en 2 temps. Ouais. Ben, au départ, il y a ma démarche artistique. Ma démarche artistique tourne principalement autour du fait... Puis c'est vraiment une analyse historique. Tu sais, depuis la révolution industrielle, on vit une constante pression. Bon, il y a l'espèce de pression de l'American Way of Life qui nous demande, tu sais, faut toujours acheter plus, être plus riche, être plus jeune, être plus beau, travailler plus. C'est vraiment une pression constante, mais c'est une pression constante sur nous en tant qu'êtres humains, mais une pression constante énorme sur la nature, sur l'environnement. On va puiser dans la nature beaucoup plus que ce qu'on devrait, beaucoup plus que ce qu'on a besoin. Fait que ça, c'est la prémisse de base. Ouais. Donc, tu comprends qu'avec ça, le fait d'utiliser seulement des matériaux naturels, le fait d'être obligé de prendre le temps de les récolter, le fait d'être obligé de respecter un cycle naturel. Ouais. Je te donne un exemple. L'année passée, j'ai commencé une œuvre en quenouille. J'ai manqué de quenouille. Mais la quenouille, l'hiver, il n'y en a pas. Puis même si je tire dessus, elle ne poussera pas plus vite. Voilà. C'est une forme de lâcher prise. Je l'ai mis de côté. Puis là, la quenouille n'est pas encore prête. Elle ne sera pas prête avant juillet. En juillet, je vais aller rechercher de la quenouille. Je vais la faire sécher. En août, je vais pouvoir continuer. Tu sais, fait qu'il y a un gros lâcher prise puis un gros respect de l'environnement. Oui. On n'est pas obligé d'aller vite, toujours plus vite, puis toujours plus. Fait que ça, c'est une première chose. Sinon, pour les messages, ça dépend. Quand j'ai des contrats, par exemple, de land art à l'extérieur, souvent, ils vont me donner un thème. Donc là, avec le thème... tu sais, il faut réfléchir. Je donne un exemple. L'année passée, on a été dans la Nodière. On a gagné un prix, Emmanuel et moi, d'ailleurs, pour ça. On a fait un immense héron. Un immense héron qui est plus grand que nature, qui a le bec comme ça et qui te regarde dans les yeux. Et le thème, c'était les oiseaux. Bon, c'est le fun, les oiseaux. On a fait un héron. Mais nous, on est parti avec la prémisse, donc, quel message on veut passer? Le message qu'on voulait passer, c'est que l'humanité devrait un peu, excusez-moi l'expression, mais prendre son trou, faire un pas en arrière, regarder qu'est-ce qu'il représente dans l'immensité de la nature versus son impact. Donc, le héron regardait l'homme d'en haut avec Emmanuel avait fait des yeux splendides en céramique. Là, on aurait vraiment dit que le héron nous jugeait. Là, mais le thème, c'était humilité. Tu sais, c'était vraiment ça. Il est temps que l'humain fasse un pas en arrière pour recalculer l'impact qu'il a versus le nombre d'individus sur la planète. Oui. Pour équilibrer les choses. Donc, dépendamment, on part d'un thème déjà préétabli, puis là, on choisit le message, puis on l'adapte. Quand je fais des expositions solo où c'est seulement moi qui décide, mais là, ça dépend. Ça dépend qu'est-ce que j'ai le goût d'exprimer. Est-ce que c'est un ensemble de thèmes? Est-ce que c'est un sujet particulier? Est-ce que c'est un angle d'un sujet? Fait que c'est comme un mix de tout. Puis là, une fois que j'ai déterminé mon thème, là, je pars toujours en croquis. C'est sûr qu'il y a encore un peu de dessin avec le croquis, mais c'est ça. C'est ça. C'est vraiment différent. Puis dépendamment quand je travaille toute seule versus quand je travaille avec Emmanuel, parce que je travaille beaucoup avec Emmanuel, où là, on joue au ping-pong, là, on lance des idées, c'est ça. Puis là, on se répond. Puis là, à un moment donné... Au début, c'est très large. Puis là, à un moment donné, on se rend compte qu'il y a de quoi qui commence à se former. Puis là, OK, on le tient. C'est ça qu'on va faire. Puis tu sais, là, on s'éclate. Là, on dit n'importe quoi. Là. On a déjà dit qu'on allait faire une licorne pour un festival. Puis tu sais, quand on brainstormait en disant n'importe quoi. Mais pourquoi pas? Bien sûr, on n'a pas fait une licorne. Non! Non. Ça marche pas dans la démarche. Non, ça marcherait pas dans la démarche. Mais dis-moi, tes œuvres, parce que tantôt, tu as parlé de la quenouille, OK? Oui. Qui, tu avais commencé, il a fallu que tu laisses de côté. Donc, ça veut dire que, parce que moi, je l'avais dans ma tête, dans l'idée que l'œuvre était éphémère, puis un jour, avec le temps, elle va disparaître, j'imagine, vu que c'est des matériaux. Si je la laisse à l'extérieur, là, l'œuvre en quenouille que je parlais, elle est bien entreposée dans mon garage. OK.
Il y a des œuvres que je fais pour l'extérieur. Le land art, c'est toujours pour l'extérieur. C'est sûr que la quenouille va disparaître plus rapidement. Fait que, tu sais, dépendamment des œuvres qu'on fait, dépendamment le temps qu'on veut qu'elles durent. Je fais aussi des œuvres pour lesquelles je prévois faire des expositions à l'intérieur. Okay. Donc là, je me permets, tu sais, par exemple, les aiguilles de pin ou la quenouille, le foin d'odeur, la cyrpe et l'ortie et d'autres plantes dont je vais extraire les fibres puis que je ne laisserai pas nécessairement dehors. Des fois, je vais les laisser dehors un certain temps pour les faire transformer un peu, mais sans les laisser complètement. Des fois, je vais les laisser aussi complètement, puis là, je documente, je prends des photos jusqu'à ce qu'ils disparaissent. Fait que, tu sais, ça dépend vraiment de ce que je veux en faire. C'est ça. Puis ça fait quel effet de travailler, admettons que tu passes des heures sur une grande structure, puis tu sais qu'elle va disparaître à un moment donné. Mais c'est ça le but. C'est ça. Tu sais, moi, on me dit toujours... en fait, c'est une question qu'on me demande souvent, tu sais, puis les gens me disent « Ah, mais tu sais, ce que tu fais, tu pourrais le faire couler en bronze. » Mais la base de ma démarche artistique, c'est de ne pas laisser de traces. Donc, si elle finit par disparaître, tant mieux, j'ai réussi, je n'ai pas laissé de traces. Alors que si je décidais de faire quelque chose en bronze, on le voit, là, quand on va se promener dans le Vieux-Québec, dans le Vieux-Montréal, il y a des bronzes qui sont là depuis des décennies à la pluie, à la neige, puis... tu sais, on va tous être disparus, puis l'œuvre va être encore là. Voilà. Moi, c'est pas ce que je recherche. C'est ça. Toi, c'est vraiment... On crée quelque chose, puis ça va avec l'éphémérité aussi de la vie. Hein? On peut faire un lien. Donc, on est là, on disparaît, donc l'œuvre est là, mais ça n'enlève pas tout l'impact qu'elle a eu pendant qu'elle était là. Non, c'est ça. Puis il y a un gros côté. Comme je dis, moi, je suis historienne, tu sais, les gens qui sont passés, et pour moi... Les personnes qui ont passé à travers l'histoire, qui sont les plus importantes, c'est celles qui ont laissé une trace dans l'esprit, pas celles qui ont laissé une trace physique. Donc, pour moi, c'est beaucoup plus important de marquer les esprits, de passer un message, d'aider à changer des comportements, que de laisser quelque chose de physique qui va rester et qui va être là. Ouais. Quand tu parles d'aider à changer des comportements, qu'est-ce que tu veux dire? Bien, je veux dire, si on réalisait tous l'impact qu'on a déjà, tu sais, c'est sûr, ma démarche tourne autour de ça, l'impact qu'on a déjà. J'ai donné plusieurs fois dans la région un atelier où on faisait des petits paniers avec des quenouilles, tu sais. C'est tout simple, là. Puis ce que j'apprenais aux gens, c'est pour que les gens puissent aller après ça cueillir des quenouilles puis en refaire eux-mêmes, là. Mais tu sais, je leur disais, quand on passe 4 heures à faire un petit casseau de fraises, là, de quenouilles, là, bien, s'ils se brisent, on va vouloir le réparer. On va retravailler dessus. On n'en aura pas 15 parce qu'on n'en a pas besoin de 15. Puis on ne décidera pas de le jeter juste parce qu'on a décidé de refaire son décor ou etc. Puis au pire des pires, quand il ne sera plus réparable, on peut le lancer dans le bois puis il n'y a aucun dommage. Donc, si tous les gens réfléchissaient à ce qu'on achète, à quel point est-ce qu'on en a besoin, à quel point est-ce qu'on a besoin de le changer, à quel point est-ce que c'est réparable ou pas, on aurait un impact beaucoup moins gros, beaucoup moins lourd pour la planète. Donc, c'est là que je me dis, tu sais, si les gens comprennent juste un petit peu, si je réussis à contaminer quelques personnes qui vont se refaire un panier de quenouilles et qui vont décider d'essayer de sculpter avec des branches comme je le fais, bien, pendant ce temps-là, ils ne sont pas allés acheter du plastique, du métal, etc. Puis ça donne aussi une belle valeur à ce que tu as créé, tu sais, au lieu de, je vais acheter ça, puis tu l'as créé, tu en prends soin, tu vas l'utiliser, tu vas peut-être même le donner à quelqu'un quand on n'en aura plus besoin, tu sais, parce qu'il y a une valeur aussi d'avoir pris 4 heures à créer, là. Puis, tu sais, les artistes, en tout cas, moi, c'est quelque chose qui me révoltait. À chaque fois que j'essayais de vouloir tester un nouveau médium, etc., il fallait toujours que j'aille chez Homer Dessert ou Michaels. Bon, là, j'en avais pourtant, puis là, les crayons, les ci, les ça, le matériel arrivait sur-emballé de plastique, de ci, de ça. Là, on teste. « Ah non, on n'aime pas ça. » Puis là, on se ramasse avec des crayons, de la terre glaise, qu'on ne sait plus quoi faire parce qu'on n'a pas trippé. Tu sais, alors que des branches, si jamais vous n'aimez pas ça, vous leur mettez... Et voilà, on remet ça à la nature. Oui, c'est ça. Tu sais, il n'y a comme pas d'impact, il n'y a pas de... Et c'est à la portée de tout le monde parce qu'on est aussi conscient que, tu sais, on vit dans un monde où c'est pas tout le monde qui a les moyens de s'acheter tant de matériel ici et ça, tu sais. Alors que des branches, il y en a partout. Il y en a partout. Si on respecte aussi, il ne faudrait pas que les gens commencent à couper des branches un peu partout puis se créer des affaires. Tu sais, comme tu disais,
quand il y a une plantation, tu ne vas pas utiliser la quenouille. Ben, tu sais, il y a des règles là, pour qu'il y ait le renouvellement, là, donc qu'il faut respecter aussi là, à travers Oui, il y a certaines règles de base, Ouais. mais c'est pour ça que quand je donnais des ateliers de médiation culturelle, mais je l'expliquais, tu sais. Oui. Ça, par exemple, ben, on en prend 1 sur 5, on fait attention Voilà, qu'il n'y ait c'est pas de fragmites, Oui. on ci, on ça, tu sais. Fait que comme ça, c'est des petites règles, mais une fois qu'on les connaît, c'est tout simple. C'est Une vrai. fois qu'on les connaît, ben là, il y a plus de limite à ce qu'on peut, ce qu'on peut faire. Ouais. Mais parlant de ça, il n'y a plus de limite à ce qu'on peut faire. Mettons dans ta vision la plus grandiose là, de ce que tu aimerais créer là, sur Terre. OK, là, tu fais déjà quelque chose, mais en même temps, tu irais dans le grand, dans le gros. Ça serait quoi ton idée la plus folle en sculpture que tu dirais, hey, ça, là, c'est grandiose, je sais pas si ça se fait, mais je l'essayerais. T'as-tu déjà pensé à ça? Ben, oui et non, en fait, je sais pas trop quoi te répondre. Tu sais, souvent, j'ai des idées de fou, puis je les fais. Oui, c'est ça. Je te donne un exemple, là, tu sais, je suis en train de faire... je vais être en exposition au Musée du Bronze, sur une exposition qui est en écho à Riopelle, parce que le Musée du Bronze reçoit Riopelle cet été. Puis, tu sais, j'avais le goût de faire un immense hibou de 10 pieds de haut, ben je vais le faire. Oui, c'est ça. Tu sais, c'est comme, d'habitude, quand j'ai une idée, je m'arrange pour le faire. Fait que, est-ce que j'en ai une qui traîne? Non. Oui, qui n'est pas... En immensité. Par contre, une idée que je traîne, que je veux faire depuis très longtemps et que je commence à l'automne, là, ça fait très longtemps que je veux travailler, ça a l'air dire, là, mais le cheveu de femme. Oh my C'est vraiment God. pour travailler Wow. le cheveu. Donc ça, là j'ai plein de gens qui me ramassent des cheveux, des salons qui me ramassent des cheveux, puis ça, je commence ça à l'automne. Tu sais, puis ça, pour Wow. moi, c'était une idée de grandeur. Là. Oui. Tu sais, regardez, Oui. est-ce qu'il y a des gens qui travaillent avec? Oui, il y a des gens qui travaillent avec, mais tel quel. OK, moi, je veux le transformer. Mais qu'est-ce qu'on fait avec ça à cette heure? Tu sais? Oh, tu me laisses sur une grande curiosité. Ouais. Tu sais, Fait que, tu sais, c'est ça. Tu sais, des fois, j'ai des idées comme ça, puis là, je me dis, est-ce que ça se ferait? Tu sais, Ouais. quand je me suis mis à travailler avec l'ortie, tu sais, est-ce que ça se fait? OK, bon, ça se fait sûrement. Ouais. Comment? Et voilà. Puis là, on se met à chercher. Et Fait voilà. qu'il y a il y a une grosse partie de recherche où, tu sais, il y a 1 an et demi, je me suis mis à sculpter, mais avec du saule vivant. Je me suis dit, OK, bon, ben là, on met du saule vivant. Bon, OK, on fait des structures vivantes dehors, mais si je veux avoir une sculpture intérieure. Fait que là, je me suis mis à sculpter des corps de femmes, mais dans des grosses cuves de lavage antiques, là. Oui. Fait que là, ben, ça me permettait d'avoir des sculptures vivantes, mais à l'intérieur. Fait que, tu sais, c'est ça, c'est de l'exploration. Oui, absolument. C'est vraiment super. J'aimerais ça t'entendre parler encore des heures et des heures. Je trouve ça touchant, ce qui est derrière tout ton travail que tu fais. Puis, c'est ça. Je t'écouterai encore des heures et des heures. Malheureusement, le temps se termine pour l'émission. Par contre, admettons qu'on veut voir ce que tu fais. Est-ce que tu as un site web, une page Facebook que les gens pourraient... Oui, ben j'ai tout ça. J'ai un site Internet. Oui. Mon site Internet, c'est vraiment un trait d'union, aube.com. Fait que ça, c'est mon site Internet. Sinon, j'ai effectivement un Facebook, Marie Aube Laniel. On peut me trouver facilement. pour aller voir tout Oui. ce que tu fais? Oui, Ah! puis ma programmation, donc... tu sais, que ce soit sur ma page Facebook, que ce soit sur mon site Internet. Sur mon site Internet, il y a un onglet événements. Fait que à chaque fois que je fais une exposition, etc., là, les dates, les coordonnées, tout ça est là. Ben, un grand merci, Marie-Aube, pour Merci ta à toi. présence. Merci.